Il n'y a de capital risque que dans un seul pays qui est les États-Unis, au sens où il y a un écosystème de capital risque qui est profond, diversifié, présent partout géographiquement. Macron a dû passer 2 coups de fil, faire pression, menacer, implorer, et voilà. Ils ont dit ok, bon, on n'est pas à 1 milliard près. Si vous rentrez dans The Family, si vous êtes une équipe ambitieuse qui veut construire une belle boîte et vous rentrez dans The Family, on vous garantit que dans The Family, il n'y aura rien de tout ça. J'ai publié un livre avec un ami à moi qui s'appelle Henri Verdier, qui est maintenant ambassadeur, et l'objet de ce livre, c'était d'expliquer l'économie numérique naissante aux élites françaises. Voilà, on se disait, tous ces gens, les ministres, les patrons d'entreprise, les hauts fonctionnaires, n'y comprennent rien à tout ça. Or, c'est très important. Et la façon dont ils n'y comprennent rien, c'est qu'ils ne voient pas le rapport entre les petites startups qu'il faut aider et les grandes entreprises américaines qu'on considère comme des méchants prédateurs. Voilà. À l'époque, il y avait déjà Google, etc., qui étaient vus avec beaucoup de méfiance par les élites françaises, en fait. Et donc, quand on dit, et ce qu'on cherchait à expliquer avec ce livre, c'était la meilleure manière de limiter l'influence de grandes entreprises comme Google, c'est de faire grandir les nôtres. Et les nôtres, aujourd'hui, elles sont au tout début, elles ressemblent à pas grand-chose, c'est des toutes petites startups, mais on va vous expliquer la relation entre les deux, comment ces petites startups peuvent devenir des très grandes entreprises numériques. Et donc on a écrit ce livre, et ce livre m'a valu d'être invité ici et là pour parler de ce qu'il y avait dans le livre. Et le livre a plutôt bien marché, il a été lu par plein de gens importants et influents. Et donc je suis devenu une sorte de conférencier à mi-temps, en fait, où je faisais des conférences pour expliquer l'économie numérique. Et c'est en tant que tel que j'ai été recruté par mes 2 cofondateurs à The Family qui s'apprêtaient à créer cet accélérateur de start-up, mais qui se disaient c'est la France. En France, rien ne peut marcher si on n'a pas une relation privilégiée avec les pouvoirs publics, les grandes entreprises, les médias, etc. Le vieux monde des gens qui comprennent rien aux start-up. Il nous faut quelqu'un pour faire le pont, faire le pont entre ces 2 mondes. Et donc ils m'ont recruté pour ça, et je suis devenu cofondateur de The Family, et j'ai passé ensuite plusieurs années, d'abord à Paris, ensuite à Londres, à faire que ça, à parler de start-up et d'économie numérique à des gens qui en sont éloignés. Voilà. Excellent, merci pour Donc vous avez bien le tour de piste, et d'où viennent toutes ces intuitions aujourd'hui, The Family, l'ascension, et jusqu'à aujourd'hui. Il y a, à l'époque, on va revenir sur, donc je vous ai dit, on va parler d'un diagnostic d'abord, on parle d'une Startup Nation et qu'on aurait a priori, qu'il n'y aura pas d'âge d'or, c'est ça notre hypothèse aujourd'hui. À l'époque, tu écrivais que l'écosystème startup, l'écosystème entrepreneurial français, était toxique. Du coup, pourquoi il était toxique? Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque qui ne marchait pas? Est-ce que c'était juste qu'il manquait ce lien entre l'ancien monde et le nouveau monde, mais est-ce qu'il y avait aussi autre chose? Oui. Et est-ce que les éléments de toxicité que tu avais repérés il y a plus de 10 ans maintenant sont toujours présents aujourd'hui? C'est ça qui nous a empêchés d'être un écosystème entrepreneurial reconnu sur la scène mondiale. Oui, alors la toxicité, c'était le fondement de la thèse de The Family. En fait, c'était de dire qu'en France, en Europe, d'une manière générale, le contexte n'était pas propice à la réussite des startups. Et ça, c'était un contraste assez saisissant avec ce qui existait dans la Silicon Valley, qui est un univers ou un écosystème, pour reprendre le terme, entièrement conçu pour optimiser la réussite des startups. Et donc l'intuition sur l'écosystème toxique, elle ne venait pas de moi, elle venait de mon associé Alice Zaguri, qui avant de cofonder The Family avec moi, dirigeait déjà un accélérateur de start-up à Paris qui s'appelait le Camping. Et au Camping, elle avait, comme elle est très observatrice et très méthodique dans son analyse sociologique de ce qui se passe autour d'elle, elle avait déjà identifié plein de choses qu'elle considérait comme toxiques. En fait, des choses qui se passent dans les tout premiers mois de la vie d'une start-up qui fait que cette start-up est ralentie, empêchée, abîmée et au final n'a pas la vélocité nécessaire pour s'élancer et réussir. Avec le playbook que l'on voyait aux États-Unis. Oui, alors, mais c'était ça. L'intuition d'Alice, elle était plus forte que ça. Elle était de dire, pour résoudre ces... Je vais donner quelques exemples, hein, mais pour résoudre ces... il ne faut pas prendre ce que fait la Silicon Valley et le plaquer terme à terme, parce que nous ne sommes pas la Silicon Valley. On est un pays différent, avec une culture différente. Et donc, il faut faire un travail de transposition, de traduction, pour dire, si ça marche dans la Silicon Valley, c'est parce que
telle chose se passe dans tel contexte, et nous, le contexte est différent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il se passe la même chose dans ce contexte différent? Il faut faire quelque chose d'un peu différent. Il faut être créatif. Voilà, il faut être créatif, mais en même temps chercher à recréer les mêmes conditions. Voilà. Donc, alors, je donnerai un exemple. Par exemple, il y a une idée reçue à laquelle beaucoup de gens croient dur comme fer. Ils pensent que les startups, pour qu'elles réussissent, il faut les mettre toutes ensemble dans un coworking space. Alors, messieurs, dames, parlons-en. Je sais. Et Alice, qui avait fait ça au camping, parce que le camping vivait de subventions de la région Île-de-France, de la mairie de Paris, etc. Et l'une de ses grandes puissances avait mis à sa disposition un étage entier du Palais Brognard, qui est l'ancienne bourse à Paris. Et donc elle avait ce magnifique espace à sa disposition où elle s'était dit, bon, bah, on va mettre toutes les startups ici. Et à la fin, elle était revenue désabusée de cette expérience parce qu'elle disait, les bonnes startups, c'est des gens qui bossent, très concentrés, très efficaces. Les mauvaises startups, c'est des gens qui bossent pas, qui boivent des cafés, qui parlent, etc. Et qui finissent par perturber les bonnes startups, faire du bruit, venir les interrompre, etc. Donc du coup, les bonnes startups, comme elles comprennent que c'est une nuisance d'être avec les autres, elles finissent par s'en aller et travailler, et les gens travaillent de chez eux. Et du coup, il y a un phénomène de sélection adverse où tu te retrouves avec que les mauvaises startups. Mince. Et toutes les bonnes sont parties travailler ailleurs. Okay. Et donc, elle s'était dit, première règle, pas de coworking space. Okay. Voilà, accompagner des startups, ça ne veut pas dire les rassembler au même endroit, ça veut dire les accompagner chacune à sa place, dans son univers, parce qu'elles ont besoin de cet espace. Donc, il y a ça. Elle avait, un autre exemple, c'était... donc beaucoup de gens qui cherchent à reproduire ce qui marche dans la Silicon Valley pour les startups au tout début, c'est ce qu'on appelle les demo days. C'est-à-dire, je pitch ma startup devant un parterre d'investisseurs et les gens disent oui, j'investis pas, et on sort de la journée du demo day avec un tour de table complété. Et évidemment, donc, le demo day légendaire, c'est celui de Y Combinator, qui est le grand accélérateur californien. Et là-bas, toutes les startups sont sursouscrites à la fin de la journée, en fait. Parce que dans la salle, il y a des investisseurs super chauds qui comprennent immédiatement, qui ont été pré-pitchés sur absolument tout, et tout ça. Voilà. Et Alice a cherché à faire la même chose au camping. Et dans la salle, il n'y avait quasiment aucun investisseur. Il y avait des consultants qui proposaient de remplir des dossiers de subvention à l'époque Oseo, c'était avant BPI France. Donc ça se fusionne avec... voilà, et donc elle disait à la fin, c'était c'était une telle déception pour les startups, c'était là chaud bouillant, je pitch ma startup, je vais sortir avec beaucoup d'argent pour amorcer la prochaine étape de mon développement, et tout ce que tu te retrouves, c'est des consultants qui viennent te dire, en échange de 5%, je peux t'aider à remplir ton dossier de demande de subvention. Donc elle disait, pas de démo day, voilà, pas de coworking space, pas de démo day, il faut adapter tout ça. Les professionnels. Voilà. Et donc, pour reprendre un peu de recul sur le toxique, voilà, donc la toxicité, c'était la somme de tous ces petits... Plein d'éléments que vous avez identifiés. Voilà, et Alice, elle savait très bien faire, tu as apporté la solution à chacun de ces types. Mais donc l'idée, c'était de dire, voilà, The Family, ce sera immunisé contre tout ça. Ils vont rester à l'entrée, et vous restez à la porte, et on ne les laissera pas entrer dans The Family. Si vous rentrez dans The Family, si vous êtes une équipe ambitieuse qui veut construire une belle boîte et vous rentrez dans The Family, on vous garantit que dans The Family, il n'y aura rien de tout ça. Ok, c'était le cercle privé où on vous protège. Exactement. Okay. Voilà. Très clair. Une dernière question avant de passer sur le diagnostic. Tu écrivais en 2015, Daft Punk, à défaut d'entrepreneurs, la France a des créateurs d'exception. Est-ce que c'est toujours vrai cette assertion ou est-ce qu'on est arrivé à... Voilà, on a des artistes. Tu avais donc ton framework qui disait voilà, pour faire un écosystème entrepreneurial qui est sain, il faut du capital, du savoir-faire et de la rébellion. C'était un peu les trois pôles. Oui. Et tu disais qu'en France, finalement, on a les Daft Punk, donc on a des artistes d'exception. Oui. Est-ce que si on regarde finalement, si on repose le diagnostic sur ces grands piliers que tu avais bien dessinés, on en est où par rapport à ça et c'est quoi les implications que l'on peut en glisser? Alors, je pense qu'on en est toujours au même point, c'est-dire... ça, c'était mon analyse à moi, qui était plus systémique, plus stratosphérique par rapport à celle d'Alice, qui était très minutieuse et très pratique. Mais c'était de dire, voilà, au fond, tout ça, ça marche
s'il y a trois choses, donc comme tu l'as dit, en gros de l'argent, du talent et de la rébellion. Il faut une sorte d'état d'esprit un peu général de dire c'est intolérable la façon dont les choses se passent aujourd'hui, il faut tout changer et faire mieux. Voilà. Et donc il y a des pays ou des écosystèmes qui sont mal positionnés parce qu'il leur manque vraiment l'un des trois trucs, voire deux. Voilà, il y a des pays où il n'y a que de la rébellion, et donc ça, en gros, c'est des pays en guerre civile. Il y a des pays où il n'y a que du capital, mais ni rébellion, ni talent, c'est en gros les pétro-États, par exemple. Voilà, Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, enfin, il y a, disons, Koweït, voilà. Et puis il y a des pays où il n'y a que du talent. À l'époque, l'Inde, c'était un bon exemple de ça. Voilà, des ingénieurs indiens exceptionnels, mais pas d'argent, et puis une société très rigide. Voilà. Donc, ma conclusion, c'était, bon, la France, au moins, on a les trois. Il y a de l'argent, il y a du talent, il y a de la rébellion, ça on n'en manque pas, c'est certain, ou de la création, enfin de la rébellion qui peut se sublimer dans l'art, ça c'est voilà, ça se détecte avec justement l'intensité de la création dans la musique, dans les arts plastiques, dans le cinéma. Le seul qu'on avait en France, c'est qu'on n'arrive pas à mélanger ces trois trucs. Le talent existe en gros dans les grandes entreprises, on a des ingénieurs exceptionnels qui travaillent dans les grandes entreprises, l'argent elle est enfermée dans les grandes familles qui en général investissent d'ailleurs hors de France. Et la rébellion, on la voit tous les jours au quotidien, dans la création, mais aussi dans les manifestations, dans la rue, etc. Voilà, donc la question, c'était comment on mélange tout ça, et The Family, c'était aussi conçu pour attirer les trois trucs et les forcer à se mélanger, en fait. Mais je dirais qu'on a toujours les trois. Je pense qu'on a moins d'argent qu'à l'époque. Ok. Que le déséquilibre s'est creusé, que les États-Unis sont plus riches, les Chinois relativement plus riches aussi par rapport à l'Europe en général et la France en particulier, qui par rapport à d'autres pays européens comme l'Allemagne ou les pays nordiques n'a même pas le tissu industriel qui concentre beaucoup des richesses. Comme les Landers, où on a eu beaucoup d'industrialisation depuis les années 90 en fait. Exactement. Voilà, la France est plus désindustrialisée que l'Allemagne ou le nord de l'Italie ou les pays nordiques. Et donc on a moins d'argent. Je pense qu'on a toujours autant de talent. Mais du talent qui s'est habitué de plus en plus à partir ailleurs. Je ne dis pas que c'est massif, mais disons, quelqu'un qui sort d'une grande école d'ingénieur française, il sait qu'il sera très bien payé, très bien traité s'il part travailler aux États-Unis. Okay. Et donc la tentation est toujours là, et c'est potentiellement dangereux. Et de la rébellion, on en a toujours plus que jamais, puisque la France ne va pas si bien, donc les gens se rebellent d'autant plus. Ouais. Mais, voilà. On a toujours un stock de dynamite prêt à exploser à n'importe quel moment. On a vu que ça n'a pas changé, donc en fait l'âge d'or de la Startup Nation n'a pas eu lieu. Je crois qu'il nous reste encore 10 petites minutes, même pas. Maintenant, on va essayer de voir pas les implications, et puis même qu'est-ce qui manquerait maintenant pour que ça puisse émerger. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on change la donne. Selon toi, c'est quoi les voies qu'il faudrait explorer? Il y en a une que tu donnais un peu, dont tu explores sur LinkedIn, c'est juste qu'il faut arrêter de financer des boulangeries. Est-ce que tu pourrais, disons, détailler et aller plus loin? Donc en gros, arrêter de financer du SaaS pur, où c'est déjà préétabli, on sait ce que c'est généralisé, des boulangeries en fait. Est-ce que tu pourrais étayer tes propos là-dessus? C'est ça, des franchises. Des franchises, pardon, j'ai dit boulangerie, mais parce que je voyais Marie Bécher. Il y a des franchises de boulangerie. C'est sans doute ça. Désolé, rien contre les boulangers, j'adore la boulangerie, j'adore. Voilà, donc en gros, le software as a service, c'est Paul et la Brioche Dorée. En fait. Pardon, voilà, oui, c'est ça, voilà, pour citer les trois. Merci. Non, alors pourquoi l'âge d'or n'a pas eu lieu? Donc ça c'est la question importante. C'est que quand on s'est lancé dans tout ça, on s'est dit, on a peut-être tort, on a peut-être raison, mais si on a raison, mieux vaut faire l'effort de travailler et de construire, parce que du coup, on mettra en place toutes les pièces qui permettront à tout ça de se cristalliser, et on contribuera à un âge d'or. Et cet âge d'or n'est pas arrivé au sens où, avec le recul, sur ces 15 dernières années, il n'y a pas vraiment de grandes entreprises numériques françaises qui rivalisent dans le peloton de tête des grandes entreprises mondiales. Il y en a même, il y en a quelques-unes en Europe, il y a Revolut,
Je crois que c'est à peu près tout. Spotify? Non, j'en sais rien. Revolut et Spotify, voilà. C'est toujours les deux mêmes exemples. En fait, quand on dit mais si, il y en a deux, tu vois, c'est toujours. Voilà, tu dis pas, c'est plutôt l'exception qui confirme la règle en fait. Si on en a Mistral que deux, récemment, et encore, j'en sais rien, c'est du CVC. Ah, c'est un peu tôt, okay, pour dire ça. Mais justement, on peut en parler après de Mistral parce que c'est intéressant. Mais donc si on regarde, le seul indicateur qui compte, c'est avons-nous réussi enfin à faire grandir ces entreprises qui contrebalancent les grandes entreprises numériques américaines? Non. Non seulement la France a échoué, mais l'Europe dans son ensemble a échoué, à part ces deux exceptions, Spotify et Revolut. Après, pourquoi on est échoué? Alors, il y a eu sûrement plein de maladresses, de contingences, de rencontres qui ne se sont pas faites, d'opportunités qui n'ont pas été saisies. Mais d'une manière générale, moi, ma théorie maintenant, avec 15 ans de recul, c'est facile de tirer des leçons a posteriori, c'est que les 15 dernières années ont été dominées par l'innovation logicielle. Que l'innovation logicielle, ça se prête tout particulièrement au financement par le capital risque. C'est le profil de risque et de retour sur investissement c'est parfait. En fait, le logiciel, en gros, c'est une start-up de SaaS. Elle se lance, elle a très peu de chances de réussir, mais si elle réussit, elle va décoller très très fort. Et ça, c'est parfait à financer pour du capital risque. Or, le capital risque, on se dit, bon, bah, il y a du capital risque dans le monde entier, c'est faux. Il n'y a de capital risque que dans un seul pays, qui est les États-Unis, au sens où il y a un écosystème de capital risque qui est profond, diversifié, présent partout géographiquement, qui s'est financé à toutes les étapes, etc. Dans la plupart des autres pays, il y a des bouts de ficelle rafistolés avec le soutien des pouvoirs publics, de BPI France ici, pour essayer de faire en sorte que la même chose existe, mais ça n'existe pas vraiment parce qu'il n'y a pas les retours sur investissement qui permettent de lever plus d'argent et d'enclencher une boucle de rétroaction positive. Donc, en fait, quand on dit le capital risque existe partout, c'est faux et c'est trompeur. Le capital risque existe aux États-Unis et dans le reste du monde, l'argent est enfermé, en général, plutôt dans des family office et dans des grandes entreprises établies, en fait. Voilà. Et donc, le truc qu'on n'a pas fait et qui explique qu'on n'a pas eu d'âge d'or, c'est que on a cherché encore, à nouveau à faire trop comme les Américains, en se disant bon, le capitalisme va financer tout ça. Or, si on n'a pas de capitalisme pour le financer, ça ne marche pas. Les Américains ont aussi un autre truc qui est différent par rapport à nous, c'est qu'ils sont très forts pour attirer les talents du monde entier. Ils exercent une abstraction considérable sur des viviers de talents comme l'Inde, la Chine, l'Europe. Tout le monde veut venir travailler aux États-Unis et donc... Et ensuite, ils ont cet esprit entrepreneurial qui est leur version à eux de la rébellion. Mais donc, eux, ils savent très bien mélanger du capital risque avec des talents du monde entier et un esprit entrepreneurial. Et ça fait des miracles, surtout quand il s'agit de financer du logiciel. Maintenant, voilà. Donc nous, on a fait la course derrière et on n'a jamais réussi à les rattraper parce qu'on n'avait pas les conditions pour le faire. Donc maintenant, je dirais qu'on peut tourner cette page, dire ok, ça n'a pas marché, c'était une belle vision. Heureusement, les choses changent. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, voilà, les cartes sont rebattues. Hein, voilà, les cartes sont rebattues parce que le numérique, mais ça c'est mon analyse, on pourra en parler des heures, mais, et je suis sûr que les gens ne seraient pas d'accord avec moi, mais c'est que le logiciel arrive à maturité. Il n'y a plus grand-chose qu'on peut faire qui n'a pas déjà été essayé, fait, réalisé. Et à l'avenir, l'innovation se déplace du logiciel pur vers un nouvel univers très différent qui est la fusion du logiciel avec le matériel ou l'industrie, en fait. Et ce qui nous révèle ça, c'est ce qui se passe en Chine, où la Chine, pendant que la Silicon Valley faisait mumuse avec l'intelligence artificielle et les chatbots, la Chine a consolidé une avance spectaculaire dans des secteurs comme la construction automobile, comme déployer un réseau électrique qui est absolument incroyable, développer un secteur de la robotique qui est bien supérieur à tout ce qui se fait ailleurs. Enfin bref, commencer à développer une industrie spatiale, mettre au point des nouveaux systèmes d'armement. Donc sur ces 5 secteurs qui sont maintenant considérés comme ultra importants et stratégiques, c'est-à-dire industrie, défense, spatiale, robotique, énergie, la Chine nous montre ce qu'il faut faire. C'est-à-dire ils prennent du logiciel, ils le fondent dans un truc beaucoup plus large qui est du manufacturing à grande échelle avec un savoir-faire industriel hors pair porté par des écosystèmes ultra profonds comme Shenzhen et d'autres.
Et donc ça nous révèle ce que va devenir l'innovation dans la décennie qui vient. C'est-à-dire l'innovation, ça ne va plus être du pur logiciel qu'on peut faire dans son salon, ça va être de la convergence logicielle-matérielle qu'on ne peut faire que dans des usines. Donc laisse-moi te poser la question suivante. Si on disait en prémisse de cette interview qu'on a complètement désindustrialisé le pays, qu'on n'a plus que 7% du PIB qui est industriel, oui. et qu'on voulait se lancer sur le software, et du coup parce qu'on est un pays à 60% de services dans le PIB, oui. Donc vu qu'on n'a pas le tissu industriel et que la prochaine étape, selon toi, elle est dans l'industrie, en fait on est foutu. Je dirais pas qu'on n'a pas de tissu industriel. On en a. Alors la France, c'est pas le meilleur élève en Europe. Hein. Le meilleur élève, on le sait, c'est encore l'Allemagne, qui est le pays le plus industrialisé en Europe. La Pologne, qui s'industrialise assez vite. Et il y a l'Italie du Nord, il y a les pays nordiques. Mais je sais qu'il se passe des choses en Espagne aussi, et dans plusieurs pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Mais la France n'est pas non plus complètement désindustrialisée. Et je dirais que d'une certaine manière, dans son identité et dans les statistiques, elle est moins désindustrialisée que ne le sont les États-Unis. Okay. En fait, le pays le plus désindustrialisé du monde, si on mesure d'où il vient et où ils sont aujourd'hui, c'est les États-Unis. C'est-à-dire c'est eux qui ont perdu le plus d'industrie par un choix délibéré de financiarisation de leur économie. D'où les 800 milliards où ils nous ont tordu le bras pour investir, les Européens chez les États-Unis, d'où les 15% de douane pour tout. Oui, bah ça obsède un certain nombre de gens aux États-Unis qui commencent à comprendre, enfin qui voient la Chine comme tout le monde. Et la Chine, en plus, c'est à une échelle tellement considérable que ça met tout le monde d'accord, en fait, quand on réalise. Et ça se résume en quelques phrases. Hein. Il y a une analyste que je suis qui s'appelle Yan Meishi, qui disait, voilà, si deux pays sont en guerre, un pays d'un côté, il y a un pays, c'est des avocats et des comptables, et de l'autre côté, c'est des ingénieurs et des techniciens. Vous misez sur lequel, en fait ? Qui va gagner la guerre. Ouais. Et en fait, l'histoire des grandes guerres, les conflits armés sont toujours gagnés par les pays qui ont la capacité manufacturière la plus puissante, parce qu'ils fabriquent des armes, et puis les systèmes d'alliance les plus... voilà. Et donc les États-Unis, aujourd'hui, sont très mal positionnés, malgré leur puissance héritée du passé, parce qu'ils sont massivement désindustrialisés. Et en plus, Trump est en train de saccager tout leur système d'alliance en fâchant les États-Unis avec le reste du monde. Donc l'Europe, de ce point de vue-là, est quand même beaucoup mieux positionnée que les États-Unis. Elle a encore un résidu industriel qui n'est pas du tout négligeable. Ça vaut pour la France, je dirais ça vaut en particulier pour Toulouse, parce qu'il y a quand même un pôle aéronautique et spatial ici qui est très important. L'armement, je crois, peut-être aussi, il faudrait voir. Voilà. Mais voilà, il faut se rendre compte que ça, c'est la base pour redémarrer et que ça nous force à revisiter de fond en comble la culture des startups. En fait. Par exemple, tout ce que je racontais tout à l'heure sur Alice et les bonnes startups qui sont trop distraites dans le coworking du camping et qui partent travailler chez eux dans leur salon, bah, si vous êtes dans l'industrie, vous ne pouvez pas faire ça. On ne peut travailler qu'à l'usine. Au plus proche de la chaîne d'assemblage pour faire des itérations rapides, mesurer, optimiser et tout ça. Donc ça bouleverse complètement voilà, le terrain de l'innovation. L'innovation se déplace d'un terrain à un autre et on peut s'attendre à ce que ça change complètement la culture, la philosophie et même l'image que vont renvoyer les innovateurs. Les innovateurs de demain, ce sera des gens qui travaillent dans l'industrie ou pour l'industrie, beaucoup plus que des développeurs logiciels qui fabriquent des solutions SaaS. Et on parlait de Mistral. La dernière nouvelle de Mistral, c'est qu'ils ont levé 1,3 milliard d'euros auprès d'une entreprise néerlandaise peu connue, mais très importante, qui s'appelle ASML, qui fabrique des machines lithographiques utilisées par les fabricants de puces électroniques pour fabriquer les puces. Donc ils sont vraiment tout en haut et ils sont monopolistiques, en fait, tout en haut de la chaîne de valeur des puces électroniques, microélectroniques. Et donc, beaucoup de gens se sont dit, mais pourquoi ASML investit dans Mistral? Ça n'a aucun sens. C'est juste probablement parce que le patron de ASML est français, ce que j'ai découvert moi au passage. Il y a Bruno Le Maire chez... Oui, qui est devenu conseiller ou membre du board, je ne sais pas. Oui. Et donc, c'est juste Macron a dû passer 2 coups de fil, faire pression, menacer, implorer, et voilà. Et ils ont dit, OK, bon, on n'est pas à 1 milliard près. Et du coup, c'est quoi ta théorie à toi? Voilà, non, alors c'est pas ma théorie, mais j'ai lu un article qui disait, non, c'est pas du tout ça, c'est que ASML, c'est de l'industrie de pointe. C'est-à-dire, eux, ils sont à la frontière industrielle où chaque micron d'optimisation génère des gains de productivité considérables. Parce qu'ils sont
tellement forts et tellement précis et tellement avancés dans ce qu'ils font que l'optimisation est marginale, en fait. Et pour faire ce genre d'optimisation, l'intelligence artificielle a de la valeur. C'est-à-dire on fait tourner, voilà, on ingère des quantités considérables de data, on fait tourner des millions de simulations différentes pour chercher à voir comment optimiser le processus, les matières premières ou la chaîne de production. Et donc la théorie, tout ça évidemment ultra confidentiel, mais c'est que ASML travaille déjà avec Mistral comme fournisseur, qu'ils sont satisfaits de la valeur que Mistral leur a aidé à créer dans leur cœur d'activité, faire gagner des milliards, et que pour être certain que ASML que Mistral reste en vie et puisse continuer de leur délivrer ce dont ils ont besoin, eh ben, ils ont décidé d'investir dedans. Et ça, moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est exactement la façon dont s'organisent historiquement les chaînes de production industrielle au Japon. Il y a une grosse différence culturelle entre les États-Unis et le Japon dans l'approche industrielle. Aux États-Unis, c'est chaque année, on met les fournisseurs en concurrence et on prend le moins cher et on saccage les relations et on fait confiance à personne. Et ça crée le désastre industriel que sont devenus les États-Unis. Au Japon, c'est non, un fournisseur dont on est satisfait, on veut installer une relation de confiance avec lui pour être certain qu'il continue à bien faire le travail pendant des décennies. Et donc pour ça, on n'hésite pas à prendre des participations, à financer le fonds de roulement, à échanger des ingénieurs, à travailler ensemble, à se faire confiance. Et donc c'est ça qui est en train de se dessiner, selon moi, entre ASML et Mistral. Et c'est un modèle pour ce que va devenir l'innovation demain. Ok. J'aimerais continuer cette conversation pendant encore quelques heures, mais peut-être qu'on a l'indication qu'il faut arrêter. Est-ce qu'on a l'autorisation de prendre une question de la salle ou pas du tout? Allez, une dernière très courte. Allez. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Nicolas? Est-ce que... monsieur, vous avez levé la main avant, désolé. Désolé. Enfin, j'y vois pas grand-chose. Oui, donc ma question, c'est... Non, je rigole, c'est là-dessus. Merci, Mathias. Merci pour la présentation, c'est super intéressant. Alors, moi, je travaille dans un coworking de start-up qui font beaucoup de logiciels. Donc, si j'ai bien compris, je suis un peu foutu. En revanche, j'ai remarqué que beaucoup d'entrepreneurs ont rejoint cet écosystème, non pas par un modèle économique, mais plutôt par philosophie, qui ont énormément quitté, qui sont en reconversion, qui ont quitté l'industrie à cause de la rigidité, des process qui peuvent être parfois longs, et qui rejoignent la start-up plutôt par flexibilité. Du coup, ma question, elle est très simple, c'est est-ce que l'industrie va pouvoir s'approprier ces codes, ce modèle-là, et l'appliquer pour redonner du sens au travail dans l'industrie? C'était long, mais c'était une belle question. Alors, du coup, j'essaie une réponse courte, mais en gros, je pense que l'industrie, on l'a quittée au moment où on a commencé à s'intéresser aux startups de l'économie numérique, on l'a quitté à un état de maturité avancé où tout était très stable et très optimisé, à tel point, et ça s'est vu dans les délocalisations, en fait. Une partie de la désindustrialisation, ça se manifeste par des délocalisations. Or, ce que vous expliqueront toujours les industriels, c'est qu'on ne délocalise que ce qu'on maîtrise parfaitement, en fait. Et donc, toute délocalisation est un signe de maturité. Là, les cartes sont rebattues dans l'industrie. Les Chinois ont montré que non, des nouveaux fronts s'ouvrent, il y a des nouveaux produits, une nouvelle façon d'assembler. Une voiture électrique n'a pas grand-chose à voir. Une voiture électrique a plus à voir avec un smartphone qu'avec une voiture combustion, en fait. Et donc les cartes sont rebattues dans l'industrie. Et l'industrie, quitte cet état de maturité pour revenir à un état d'exploration, d'innovation, de réinvention. Donc je pense que les gens qui ont quitté l'industrie parce qu'ils étaient opprimés par la maturité, pour aller chercher l'esprit de conquête et d'exploration du monde des startups, ils vont se retourner vers l'univers qu'ils ont quitté et constater que cet univers est en train de se remettre un peu plus en mode start-up, disons. Donc je pense qu'il y aura une sorte de convergence des deux philosophies et le fait que certains soient passés de l'un à l'autre aidera à construire des ponts et aidera ces gens-là à se rapprocher pour travailler ensemble, j'espère, parce que c'est comme ça que ça permettra de délivrer. Voilà. Ok, merci infiniment Nicolas. On va devoir, je crois, céder la place aux autres intervenants. Merci infiniment.